Sensationnel, odieux à Bologne, en Italie, un soldat radié des effectifs de l'armée camerounaise découpe en morceaux sa compagne, de surcroît à sa compatriote camerounaise. La dépouille en morceaux a été découverte dans une poubelle dans cette localité de Bologne, et son amant bourreau, Jacques-Honoré Ngouenet, s'est également donné la mort par pendaison. Retour sur la sortie du ministre de la Défense, Joseph Betiassomo, pour des éclaircies autour de cette situation. Dans la capitale économique du Cameroun, Douala, ce sont les élèves qui sont désormais sensibilisés à la consommation des drogues et autres stupéfiants. Une vaste campagne relative a été lancée au lycée polyvalent de Bonabéry. Question de stopper net, mieux de réduire considérablement la consommation de ces drogues et stupéfiants qui ont désormais fait leur nid dans les établissements scolaires du triangle national et même de la capitale économique du Cameroun. Journée mondiale de la sage-femme, nous sommes là en santé. L'Organisation mondiale consacre cette journée du 5 mai à la sage-femme, mais quelle est son importance dans le quotidien des formations sanitaires et principalement pour les femmes enceintes ou mieux pour les nourrissons? La question est également évoquée dans le cadre de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Et puis à l'international, il est question de l'enlèvement d'un journaliste français, Olivier Dubois, puisqu'il s'agit de lui, ne donnait plus de nouvelles depuis quelque temps. Il a réapparu à travers une vidéo de quelques secondes sur les réseaux sociaux. Les précisions également seront apportées dans le cadre de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à l'édition de l'information du soir sur la télévision du monde. Nous vous l'annoncions en titre à l'entame de cette édition. En fait, société, crime passionnel à Bologne, en Italie précisément. Un soldat radié des effectifs de l'armée camerounaise découpe en petits morceaux sa compagne. Par ailleurs, sa compatriote camerounaise, la dépouille en morceaux de la jeune étudiante Emma Pesemont a été retrouvée dans une poubelle dans cette localité de Bologne, dans ce pays en hexagone. Par ailleurs, son amant bourreau, le nommé Jacques-Honoré Ngouenet, s'est également donné la mort par pendaison. Retour sur une sortie plutôt avec des précisions du ministre délégué à la prise en charge de la défense, Joseph Betiassomo, dans ce reportage que signe Jean-Jemé Yedna. Dans ce communiqué de presse rendu officiel mardi 4 mai 2021, c'est l'histoire d'un crime passionnel odieux de deux compatriotes qui s'est déroulé à Bologne, en Italie, qui donne la sueur froide. Jacques-Honoré Ngouenet, camerounais, âgé de 43 ans, originaire de Balévin, dans la région de l'Ouest, vivait jusqu'ici le parfait amour avec sa compagne de même nationalité, la jeune et ravissante Emma Pesemont, alias Emaris Love, âgée de 31 ans, originaire de Bafang, toujours dans la région des Grassfields. Lorsque l'irréparable va se produire, le soldat de profession, revoqué des rangs de l'armée camerounaise depuis 6 ans, a tragiquement ôté la vie à sa dulcinée, sa compatriote, et s'est donné la mort à son tour par pendaison. La découverte macabre a été faite lundi 3 mai 2021 dans la ville de Bologne, au nord de l'Italie, où la jeune étudiante camerounaise a été retrouvée en morceaux dans une poubelle. Selon le ministère de la Défense, les mêmes sources laissent entendre que le présumé assassin, qui se serait donné la mort après son forfait, serait un militaire qui exerçait comme agent de renseignement pour le compte de l'État du Cameroun, pour qui il n'en est rien, absolument rien. S'agissant du statut de ce dernier, le nommé Ngouenet Jacques-Honoré n'est pas inconnu de nos services. Il s'agit en effet
d'un ancien soldat radié des effectifs de l'armée depuis décembre 2015, informe Cyril Sèche à Tongfangemo. Avec la survenue du crime crapuleux, des premières investigations menées par les services compétents du ministère de la Défense, il ressort que l'ancien sergent-chef Ngouanet Jacques Honoré est un déserteur d'une moralité peu recommandable, plusieurs fois sanctionné pour manquement grave à l'éthique et à la discipline militaire, ainsi que pour plusieurs actes amoraux susceptibles de porter atteinte à l'honneur et à la dignité militaire. Toujours dans ce communiqué, le ministère de la Défense informe que le présumé assassin ne pouvait plus au moment des faits se prévaloir de la qualité de soldat, car recruté lors de la campagne spéciale de l'armée 2000 pour le compte de l'armée de terre, l'intéressé a effectivement servi, entre autres, à la division de la sécurité militaire comme chauffeur, puis à l'antenne sécurité militaire de l'Est comme agent, et enfin au 41e bataillon d'infanterie motorisée comme chauffeur avant sa radiation des effectifs. Nous parlons toujours des forces de défense et de sécurité, notamment de l'École internationale de forces de sécurité qui était en mission dans la région de l'ouest du Cameroun. Objectif de cette 10e promotion de toucher du doigt les réalités du terrain après les connaissances théoriques reçues au cours de leur mise au vert dans les unités et même dans les salles de formation. Les précisions avec Patrick Ngoignon et Herbert Kouamou. Le rôle de l'autorité administrative dans la gestion d'une crise sécuritaire dans sa circonscription est le thème développé par Awa Fonk Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, et qui a servi de rampe de lancement d'une mission d'études qu'effectue dans son territoire de commandement une délégation de l'École internationale des forces de sécurité I-Force, composée d'officiers et officiers supérieurs de la gendarmerie et des fonctionnaires de police, dont 2 du Sénégal, 5 du Congo et 14 du Cameroun, soit 21 stagiaires placés sous l'encadrement d'une dizaine d'instructeurs, avec à leur tête le lieutenant-colonel Eugène Tabois, chef de la division de l'enseignement supérieur de l'Air Force. Aujourd'hui, nous avons reçu avec beaucoup d'honneur et ce privilège les stagiaires de l'Air Force qui sont venus dans la région de l'Ouest. Leur objectif de leur mission, c'est comme des stagiaires, c'est pour s'imprégner de ce qui se passe sur le terrain, le rôle des autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre. J'ai eu ce privilège de faire un exposé sur ce sujet. J'ai présenté les différentes crises que nous avons dans la région de l'Ouest. Nous avons eu des échanges très enrichissants. Je crois qu'il en ressort très satisfait. Par cette mission d'études, qui rentre dans le cadre des activités académiques de la 10e promotion du diplôme d'état-major des forces de sécurité en cours de formation, il est question pour le général de brigade, directeur général de l'École internationale des forces et de sécurité, de permettre à ses apprenants, entre autres, de confronter les connaissances acquises au niveau des amphithéâtres avec les réalités du terrain, d'avoir une bonne vision des capacités opérationnelles réelles des unités sur le terrain et de mieux connaître les organismes ministériels et interministériels concourant à la fonction de sécurité. Ça a été une opportunité pour nous de rencontrer cet officier supérieur de différentes nations qui se trouvent dans la région de l'Ouest. Ils ont vu, ils ont apprécié, ils ont fait le tour. Ils vont faire quelques jours ici. Nous leur souhaitons bon séjour, bonnes études. J'espère qu'avec ce tour, ils vont rentrer bien imprégnés du rôle de l'autorité administrative ainsi que ça va augmenter à leur riche expérience pour pouvoir être et accueillir les diplômes qu'ils sollicitent auprès de cette haute institution qui est le Air Force. Débutée ce 3 mai 2021, cette mission d'études dans la région de l'Ouest
des stagiaires de l'e-Force s'achève le 9 mai. Bon à savoir, l'École internationale des forces de sécurité est une institution basée à Yaoundé et qui a entre autres missions de former et d'entraîner les hauts cadres de la police et de la gendarmerie du continent africain pour la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique et dans le monde. Après le désordre observé par les agents de la police municipale de plusieurs municipalités de Yaoundé, une réunion de crise vient de se tenir à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. La dite concertation était présidée par le préfet du département du Fundi, Emmanuel Mariel Djigdam. Il a été question entre les autorités administratives et les autorités municipales de trouver toutes ensemble même accord, ou mieux un accord qui permet ainsi de lutter efficacement contre le phénomène du désordre urbain qui a cours dans la capitale du Cameroun, la ville aux 7 collines. Les précisions d'Armand Brice Ngomon et Elvis Ngoué. Réunis autour du préfet du Fundi, les maires et les sous-préfets devaient prendre à bras le corps la question du désordre urbain dans la ville de Yaoundé. Il s'agit plus précisément de nous mettre ensemble pour gagner la lutte contre le désordre urbain qui prend de l'ampleur et tend à devenir un problème de société dans notre métropole. Les propos d'Emmanuel Mariel Djigdam, plaidant pour une solution définitive à cette guerre urbaine, ont jeté un pavé dans la mare et forcent désormais les maires à tenter de trouver un début de solution. Certaines zones de la ville, la sauvegarde, la libération de ces zones est impérative. En cause, l'occupation des emprises de la route, le non-respect de l'alignement au moment des constructions, les installations anarchiques dans les marchés et quartiers, l'insalubrité et l'incivisme, sans oublier l'épineux problème des polices municipales. Or, face à ces tensions, point n'est besoin de brandir la menace d'agir de manière unilatérale. Aujourd'hui, une ville comme Yaoundé, dans sa dimension, devrait mettre en place une politique d'aménagement concerté, participatif et inclusif. Il reste que les discussions s'annonçaient tendues lors du huis clos. La probabilité d'un accord d'envergure était cependant forte, même si la question du désordre urbain ne va pas se régler du jour au lendemain. Après environ 2 heures d'échange, porte close, chacun des partenaires est bien conscient des risques que pourrait engendrer ce phénomène, d'où l'importance d'une coopération et d'une concertation étroite prescrite ici par le préfet. Chaque intervention sur le terrain susceptible de dégénérer devrait être portée à l'attention de l'autorité administrative pour anticiper tout désordre, car dans le maintien de l'ordre, il y a un principe. Il vaut mieux anticiper sur le désordre que d'avoir à rétablir l'ordre, parce qu'il y a toujours des casses. Nous reconnaissons que les mototaximens sont des partenaires qu'il faut cependant encadrer et réguler cette activité. Et cette régulation incombe aux maires d'arrondissement. Une œuvre de longue haleine que défendra également le maire de la commune de Yaoundé 5, Augustin Bala, porte-parole de ses pairs. Nous avons décidé désormais de créer une plateforme de concertation autour de M. le préfet du Fundi. Au cours de ces réunions de concertation, nous allons dorénavant examiner l'ensemble des problèmes qui aujourd'hui ont créé des tensions et qui peuvent permettre désormais que nous, les maires de Yaoundé, main dans la main, nous évoluons pour le développement de notre ville. Le combat contre le désordre urbain, priorité du préfet du Fundi et de ses collaborateurs, que sont les maires et les sous-préfets, n'en sera que plus ardu. Une autre lutte, mais cette fois-ci dans la capitale économique du Cameroun, Douala, c'est la lutte contre la consommation des drogues et stupéfiants
qui a cours et qui est désormais lancé par l'autorité municipale. Le maire de la ville entend tordre le cou à ce phénomène qui a cours et qui semble avoir fait son lit dans les établissements de la capitale économique du Cameroun. À l'effet, le lycée polyvalent de Bonabéry a été choisi comme rampe de lancement à cette campagne qui entend également se déployer dans les autres établissements des arrondissements de Douala 1er, 2e, 3e, 5e et même 6e dans le département du Vouri. Reportage. La consommation des drogues et stupéfiants a fait son lit dans les établissements primaires et secondaires du triangle national. Le phénomène aux conséquences multiples prend des proportions inquiétantes. Lorsqu'on parlait de la drogue, on voyait les enfants de la rue, mais de plus en plus ce phénomène s'étend et affecte notamment le milieu scolaire. La consommation de la drogue affecte à peu près 236 millions de personnes dans le monde. Dans notre pays, en milieu scolaire, nous avons notamment 12 000 jeunes qui se soumettent à la consommation de la drogue. Sur un échantillon de 426 élèves, 72% d'élèves se soumettaient à la consommation de la drogue à peu près. Face à ce phénomène qui détruit considérablement l'environnement scolaire, les autorités administratives et municipales, notamment celles de Douala, ont décidé de lancer une vaste campagne de sensibilisation au sein de ces établissements. Et la communauté ne pouvait donc pas être insensible à ce problème qui prend de plus en plus d'ampleur. Et nous le disons, il vaut mieux étouffer l'affaire dans l'œuf. Et c'est pour ça que nous avons cette initiative non à la consommation de drogue en milieu scolaire, à l'effet de sensibiliser les enfants qui sont les principales victimes, nos enfants. Écouter aussi nos enfants par rapport à comment ils perçoivent ce problème et essayer avec eux d'élaborer des stratégies qui permettent davantage de les préserver contre ce mal. Durant le lancement de la campagne baptisée « Non à la consommation de la drogue en milieu scolaire », au lycée polyvalent de Douala-Bonabéry, les élèves sont mieux édifiés sur les drogues et leurs effets. Les drogues les plus prisées étaient entre autres le cannabis, qu'on appelle localement le blanda, de l'alcool, du tabac, du tramadol, de la cocaïne. On aura notamment les drogues qualifiées de drogues excitantes ou alors les stimulants, ce qui aura pour conséquence immédiate de donner l'impression à la personne qui consomme la drogue que ses activités ou alors que sa force ou sa foi. Et à la fin, on aura un phénomène de dépression qui va suivre la consommation de la drogue. Et ça va se manifester par le phénomène d'épuisement après la consommation de la drogue, une fatigue, une somnolence, voire un sommeil intense de l'individu. L'initiative soutenue par la mairie de la ville de Douala est saluée à sa juste valeur par les apprenants ici qui, pour l'occasion, ont fait montre de leur implication dans la lutte à travers des sketchs et autres poèmes interpellateurs, mais aussi le responsable de cet établissement secondaire public qui rappelle les mesures prises et mises en place pour lutter efficacement contre le phénomène de la consommation des drogues. Au niveau du lycée polyvalent de Bonabéry, nous sommes toujours en train de prendre des dispositions au niveau des fouilles systématiques pour maîtriser ces enfants au niveau de l'entrée déjà. Et non seulement au niveau des entrées, nous avons également multiplié les caméras de surveillance, des vidéosurveillance dans l'enceinte de l'établissement pour maîtriser ces élèves. Et non seulement cela, nous, chaque lundi matin, nous les sensibilisons par rapport aux méfaits de la drogue. Après le lycée polyvalent de Douala-Bonabéry, dans le 4e arrondissement, la caravane baptisée « Non à la consommation de la drogue en milieu scolaire » entend s'ébranler dans les établissements des autres arrondissements de Douala. Objectif, stopper net, mieux réduire de manière drastique la consommation des drogues et stupéfiants dans les lycées et collèges de Douala. Nous parlons de santé, notamment d'une particularité dans le monde de la santé au Cameroun et même à travers la planète. La sage-femme, le 5 mai de chaque année, la sage-femme est célébrée à travers la journée internationale à elle dédiée. Et comme par le passé, il est question d'investir pour l'épanouissement de la sage-femme qui reste une priorité. Patrick Guagnancier est consacré. Voici son reportage. Les sages-femmes ont un rôle crucial à jouer pour que les femmes enceintes soient en bonne santé, pour qu'elles donnent naissance à des bébés plus importants
et pour que les nouveau-nés se développent bien. Cependant, trop peu de femmes ont accès aux soins dispensés par les sages-femmes. Selon une récente étude, une couverture de 95% de ces soins dispensés par des sages-femmes permettrait d'éviter 67% des décès maternels, 65% des morts-naissances, 64% des décès néonatals et sauverait 4,3 millions de vies par an d'ici à 2035. L'Afrique subsaharienne devrait abriter la majorité des vies sauvées, car cette partie du continent africain enregistre chaque année 200 000 décès maternels ainsi qu'1 million de décès de bébés au cours des 4 premières semaines de la vie. Cette situation tragique exige que les mesures soient prises pour élargir la couverture des services obstétricaux. Dans le contexte de la pandémie de la maladie à coronavirus, il est important de continuer de constater la perturbation des services essentiels fournis par les sages-femmes et par d'autres agents de santé. La disponibilité du service est compromise par des facteurs comme la réinfectation des agents de santé, dont les sages-femmes, à la riposte à la COVID-19, l'absentéisme lié aux infections par le coronavirus et la crainte de contracter le virus dans les formations sanitaires. Pour le docteur Moiti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, plus de 90% des sages-femmes sont, comme leur nom l'indique, des femmes. À ce titre, elles sont souvent confrontées au problème des inégalités entre les sexes. Pour remédier à cette situation, la voix des sages-femmes doit recevoir toute l'attention qu'elle mérite. Les préoccupations des sages-femmes doivent être prises en compte lors de l'élaboration des politiques. Ce métier doit être protégé des abus et du harcèlement sur le lieu de travail et que leurs conditions professionnelles soient reconnues à sa juste valeur. Dans la région africaine, l'Organisation mondiale de la santé œuvre de concert avec les pays et les partenaires pour améliorer la qualité des soins maternels et néonatals et pour renforcer la formation en soins infirmiers et obstétricaux, ainsi que le perfectionnement professionnel et la réglementation. En outre, le docteur Moiti plaide en faveur de l'adoption de politiques visant à lutter contre le harcèlement sexuel et à promouvoir la sécurité du travail en vue de créer un environnement professionnel favorable aux sages-femmes et aux autres agents de santé. Rappelons que la journée internationale de la sage-femme a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé en 1992. Cela fait donc 29 ans que la sage-femme est célébrée chaque 5 mai pour ainsi lui rendre un hommage au regard de ce que sa contribution reste significative dans les processus d'accouchement et de prise en charge des femmes enceintes et des nourrissons. Nous parlons toujours de santé et de la lutte contre la pandémie à coronavirus. Le préfet du département du Mayo-de-Sava dans la région de l'extrême nord du Cameroun a reçu sa dose ou sa première dose de vaccination contre le Covid-19. Avec ce geste, un exemple pour les autres populations. Il invite ainsi ses administrés à suivre le bon geste et à se parer contre cette maladie. Les précisions de Jean Meyetna. Avec 143 cas positifs au Covid-19, suivis avec traitement, 140 patients se sont remis de leur maladie. 3 cas actifs pour 0 cas de décès liés au coronavirus dans l'arrondissement de Mokolo, dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l'extrême nord. La Covid-19 est une maladie très dangereuse et surtout dans sa seconde phase. Elle n'épargne personne et ça tue depuis quelque temps beaucoup de citoyens camerounais. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour que le plus grand nombre de personnes possibles soient vaccinées. Voilà ce que je peux passer comme message à l'endroit, n'est-ce pas, de nos concitoyens. Et pour poursuivre le combat contre cette pandémie mortelle, David Dador Dibango, préfet du département, a montré le bon exemple en prenant sa première dose de vaccin contre le Covid-19, suivi par le sous-préfet et le maire de l'arrondissement de Mokolo, ainsi que l'état-major et les professionnels de la santé, avec en tête de file le chef de district de santé de Mokolo. Vous savez, nous sommes représentants des institutions de la République et nous devons prêcher par l'exemple. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis soumis à cet exercice. Je l'ai fait de manière volontaire. Et il faut dire à tous ceux qui hésitent encore
n'est-ce pas, de se presser à se faire vacciner. Parce que il y va, n'est-ce pas, de la préservation de notre santé. Et il n'y a pas d'effet indésirable jusque-là. Je me sens bien dans ma peau et les sous-préfets rentreront chez eux et ils vont appliquer le même exercice. Ils vont se soumettre à cette vaccination. Instruction leur sera donnée dans ce sens. La stratégie principale d'abord, c'est ce dont vient de parler Monsieur le Préfet, en montrant le bon exemple. Vous savez, vous venez de voir, vous venez d'assister à la prise de la première dose par Monsieur le Préfet du département du Mayo-Tchanaga, Monsieur le Sous-Préfet de l'arrondissement de Mokolo, Monsieur le maire de l'arrondissement de Mokolo, entre autres. Donc, à la suite, moi aussi, j'ai pris ma première dose de vaccin. Tout ça, c'est pour montrer le bon exemple, parce qu'il y a eu, nous le savons, beaucoup de suspicions vis-à-vis des différents vaccins que nous avons reçus. Aujourd'hui, nous avons commencé par administrer le premier vaccin que nous avons reçu, c'est-à-dire le vaccin du laboratoire chinois Sinopharm. Et en faisant ce geste, nous voulions simplement transmettre le message à nos communautés pour leur montrer que ce vaccin est sain. Il n'en est rien par rapport à ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Le stock reçu est de 400 doses de vaccin pour cette première phase. Et ce vaccin administré se prend en 2 doses sur un intervalle de 3 semaines, soit 21 jours. Et le prochain rendez-vous pour ceux et celles qui ont reçu leur première dose en ce qui concerne l'arrondissement de Mokolo est prévu pour le 18 mai prochain. Nous restons justement dans l'arrondissement de Mokolo à l'extrême nord du Cameroun où les conseillers municipaux étaient réunis en session ordinaire du conseil municipal. Objectif de ces travaux, examiner et adopter les comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2020. Les précisions de Patrick Ngoigna. La session ordinaire du conseil municipal de la commune de Mokolo, consacrée à l'examen et l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2020, se tient ici, dans la salle des actes de la dite commune. Nous restons toujours à l'écoute de nos populations. Donc c'est d'abord le problème d'eau. Ça c'est un véritable problème dans la commune. Le problème de route, le problème d'électricité, le problème de salle de classe, les problèmes de table-banc. Enfin, la jeunesse. Nous allons continuer d'accompagner la jeunesse avec certains partenaires s'ils peuvent s'insérer dans la vie active et s'ils peuvent être mieux armés moralement. Les conseillers municipaux, au sortir des travaux de commission, ont adopté à l'unanimité le compte administratif de la mairie et le compte de gestion du receveur municipal. Je retiens également que les conseils prodigués par M. le Préfet sont édifiants parce qu'il a appelé à l'union et à la solidarité pour qu'ensemble nous puissions réaliser les projets dédiés à nos populations. Et on retient également que tous les conseillers sont venus à l'exception d'un seul. Également tous les partenaires, tous les invités ont répondu présent. Et tout ça, c'est dans le calme. Donc globalement, je suis satisfait. David Dador Dibango, préfet du département du Mayo-Tchanaga, qui a assisté aux travaux, a salué la franche collaboration qui existe entre l'exécutif et l'organe délibérant avant de leur demander de multiplier les efforts pour que les ressources propres de la commune soient en hausse. Nous nous intéressons à présent au sport et à la crise à la Fédération camerounaise de football. Le président par intérim de la FECAFOOT a tenu et son comité exécutif sont suspendus pour une durée de 5 ans de leur fonction. C'est la conclusion de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de football tenue par visioconférence. Les détails, c'est avec John Pitonka. Le conflit FECAFOOT est loin d'être terminé. Le comité exécutif provisoire de la FECAFOOT, dirigé par le sénateur Albert Mbida, réuni par visioconférence ce mardi en assemblée générale extraordinaire, a décidé de suspendre Seydou Mbombo-Njoya, le président par intérim de la FECAFOOT, ainsi que l'ensemble de son exécutif de toute activité liée au football pour une durée de 5 ans.
Cette résolution n'est pas nouvelle. Elle vient entériner une nouvelle mesure similaire, mais provisoire, prise en février 2021 par le même comité. En s'appuyant sur une décision du tribunal arbitral du sport annulant le processus électoral ayant conduit à l'élection de Seydou Bombon Dioya, Albert Bida et son équipe avaient décidé à l'époque de suspendre provisoirement le patron de Tinga, mais également plusieurs de ses collaborateurs, en attendant l'assemblée extraordinaire sus-évoquée. Toutefois, selon toute vraisemblance, cette décision n'aura aucune incidence sur le rôle qui est désormais dévolu à Seydou Bombon Dioya à la tête de la FECAFOOT. Soutenu par la FIFA qui a apporté sa caution au précédent comité exécutif déchu qu'il présidait, il va sans aucun doute continuer à assurer l'intérim jusqu'à ce qu'un nouveau processus électoral aboutisse à l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Pour l'heure, Seydou Bombon Dioya, actuellement en Côte d'Ivoire, va de nomination en nomination au sein de la CAF. Après celle de 4e vice-président de l'instance, il vient d'être porté à la tête de la commission permanente d'organisation du championnat d'Afrique des Nations. Hors de nos frontières, nous nous rendons au Mali où il est question de l'enlèvement d'un journaliste, Laurent Dubois, puisqu'il s'agit de lui, était sans nouvelles depuis plusieurs jours. Il a réapparu à travers une petite vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux. Reportage. Depuis près d'un mois, Olivier Dubois n'avait plus donné de nouvelles. Le journaliste français basé à Bamako depuis 2015 est réapparu ce mercredi dans une vidéo d'une vingtaine de secondes publiée sur les réseaux sociaux. Sa provenance est encore inconnue. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. Olivier Dubois dit avoir été enlevé par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Selon nos informations, le journaliste indépendant qui travaille notamment pour le quotidien français Libération se serait rendu à Gao pour rencontrer l'un des cadres du groupe djihadiste. Le dernier post d'Olivier Dubois sur Twitter date du 5 avril. Le gouvernement français confirme sa disparition au Mali. Nous sommes en lien évidemment avec sa famille, avec ses proches. Nous effectuons et nos services effectuent actuellement les vérifications techniques d'usage sur la vidéo qui a été diffusée. Je ne dispose pas davantage d'informations à ce stade à vous communiquer. Si la vidéo est authentifiée, cela signifierait que la France compte à nouveau un otage dans le monde. À l'automne dernier, Sophie Pétronin, dernière otage française enlevée en 2016 par le GSIM, avait été libérée en échange de djihadistes capturés par les autorités maliennes. Et puis toujours à l'international, nous parlons de la crise politique au Tchad. Et pour faire bon office avec le peuple tchadien, Élysée a entrepris de rencontrer quelques activistes de la société civile tchadienne. Ila Nguebla est un journaliste et un opposant tchadien. Avec d'autres membres de la société civile de son pays, il vient d'être reçu par le conseiller Afrique d'Emmanuel Macron. Un geste de l'Élysée pour apaiser les opposants qui accusent la France d'être trop proche du régime Déby. Idriss Déby est décédé le mois dernier et son fils Mahamat l'a remplacé à la tête de la junte militaire. À partir d'ici, j'essaie d'influer à travers des plaidoyers, des rencontres officielles auprès des autorités françaises et auprès de l'Union européenne, et même auprès des députés français et même des acteurs politiques français et même de la société civile pour faire en sorte que la situation du Tchad soit dans l'agenda en tant que question prioritaire dans l'agenda des politiques, de la société civile et des autres acteurs français. Mahamat Déby a été désigné pour diriger le Tchad pendant 18 mois jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle. Makaïla Nguebla dénonce une prise de pouvoir par la force, mais l'ambassadeur du Tchad à Paris réfute ces accusations. Ce n'est pas le fils de Déby qui est désigné à la tête de la transition. C'est le général Mahamat Idriss Déby. Il a été désigné non pas à cause de son père, mais plutôt à cause de ses mérites. La junte militaire s'est réjouie du fait que plusieurs opposants ont accepté de siéger dans l'instance de transition.
Plusieurs autres figures de l'opposition ont, elles, dénoncé ceux qui ont rejoint le gouvernement de la junte. Ils rappellent que le père de l'actuel président avait dirigé le Tchad pendant 30 ans d'une main de fer. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de programmes qui se poursuivent. Bonsoir à toutes et à tous.